Elle poursuit son chemin jusqu'à la ferme Dubois. Madame Dubois, âgée de 60 ans, lui remet le linge sale tout en lui glissant une information capitale. Hier, les Allemands nous ont réquisitionnés. Mon fils et 3 autres gars du village ont été forcés de piloter des camions pour eux. Ils acheminent des canons vers le sud. Marie s'enquiert du lieu précis. Madame Dubois désigne les anciens moulins au bord de la route de Graigne. Ils y creusent depuis 3 jours. Un frisson glacé envahit le ventre de Marie. Elle connaît parfaitement cette voie. C'est l'itinéraire principal reliant Sainte-Mère-Église à l'intérieur des terres. L'axe idéal pour une offensive ennemie. Elle repense aux jeunes GIs aperçus la veille, avec leur tenue impeccablement neuve et leurs traits si juvéniles. Ils lui évoquent son propre garçon qui aurait eu leur âge si la tuberculose ne l'avait emporté en 1938. Dans l'après-midi, Marie observe des soldats américains établir un poste de commandement dans l'église du bourg. Elle s'avance, panier de repassage à la main. Un jeune troupier la dévisage avec suspicion. Comme elle ne maîtrise pas l'anglais, elle mime ses intentions. Elle insiste pour voir un officier. Le soldat fait venir le capitaine James Argan, 29 ans, chargé du renseignement dans le secteur. Argan baragouine un français scolaire. Marie va droit au but. Pourquoi vos troupes avancent-elles pile vers l'endroit où les Allemands concentrent tous leurs canons? Argan hausse les sourcils. Quels canons? Marie relate ses observations. Les camions, les munitions, les terrassements sur la route de Graigne depuis 3 jours. Tout pointe dans la même direction. Argan l'écoute courtoisement, mais son expression trahit le doute. Une simple lavandière, comment pourrait-elle détenir des infos supérieures à celles de ses services? Pourtant, l'éclat dans le regard de Marie, la netteté de ses précisions le trouble. Elle ne débite pas des ouï-dire, elle s'exprime en experte du terrain, comme un pêcheur qui lit l'océan. Argan l'interroge. « Vous êtes certaine de vos dires ?» Marie rétorque avec assurance. « J'habite ici depuis 52 ans, je sens quand ça cloche. » Cette déclaration, prononcée d'un ton serein, sème le premier germe d'incertitude chez Argan. Et si cette brave femme avait repéré ce que leur spécialiste avait loupé? Le capitaine scrute Marie Leclerc un bon moment. Il pèse les protocoles, les consignes, sa formation entière. Rien ne l'avait conditionné à s'en remettre à une repasseuse locale. Mais il songe aussi aux 3 éclaireurs fauchés cette semaine, aux clichés aériens muets, aux cartes périmées. Il tranche. « D'accord », lâche-t-il dans un français approximatif. « Montrez-moi ». Marie acquiesce et expose son plan. Elle fréquente 37 familles dans un rayon de 15 km. Ces ménages vendent leurs produits près des voies et des champs empruntés par les Allemands. Elle y passe tous les jours, invisible à leurs yeux. Pour les Boches, ces paysans et leurs épouses ne sont que du décor. Marie peut les interroger discrètement sur ce qu'ils ont remarqué. Les Allemands n'y verront que du feu si elle maintient sa tournée habituelle de lessive. Ce soir-là, Argan soumet l'idée au colonel Thompson dans la ferme transformée en QG. Une chandelle vacille sur la table encombrée de cartes. Thompson absorbe les faits, puis son visage s'empourpre de fureur. « Vous comptez bâtir notre tactique sur les commérages d'une lavandière ?» Il abat son poing sur la table. « Nous avons des protocoles, capitaine Argan, des techniques validées. Nous ne sommes pas des dilettantes. » Le lieutenant Harris ricane. « Code 4. » Argan garde son calme sans se démonter. Il perçoit ce qu'autrui ignore. Cette femme a usé sa vie sur ces terres. Elle en maîtrise les secrets mieux que n'importe quel plan. C'est le major William Dawson qui fait basculer la donne. Dawson, 34 ans, originaire d'un bled du Kansas, a été élevé à la ferme où chacun se connaissait. Il sait ce que vaut l'expertise du coin. « Colonel, dit-il posément, chez moi, ma mère flairait le pépin avant le shérif. Ces gens sont ancrés ici de père en fils. Ils détectent les moindres altérations. » Il fixe Thompson sans ciller. Quel risque à vérifier? Si elle se trompe, on rate une journée. Si elle voit juste, on sauve peut-être 1000 hommes. Thompson médite. Les instants s'étirent, rythmés par le tic-tac de sa montre à gousset. Enfin, il exhale un soupir. Cote 8. Mais si cela s'avère une perte de temps, capitaine Argan, vous reprenez les patrouilles de reconnaissance habituelles. Argan accepte. Il rejoint Marie à 6 heures du matin le 11 juin. Le ciel est plombé, l'air vif sent rosé sur l'herbe. Marie a déjà tout prévu. Elle dépêche son neveu Pierre, 14 ans, avec 3 paniers de linge frais. Pierre livre ce linge dans 3 fermes précises. C'est sa routine hebdomadaire, rien de suspect. La première est celle des Martins, à 2 km au sud. Pierre y arrive à 7 heures. Monsieur Martin, 58 ans, lui confie avoir vu des Allemands creuser des fosses profondes la veille, près de la haie nord de son champ de blé. Des trous pour des canons, précise-t-il. J'ai vu la dimension, assez vaste pour de gros calibres d'artillerie. Il calcule sur ses doigts. 3 canons, voire 4. Rien que dans ce coin. Pierre grave chaque détail en mémoire et poursuit. La seconde ferme est celle des Rousseau. Madame Rousseau, 43 ans, rapporte à Pierre que des camions allemands ont défilé toute la journée précédente. J'en ai compté 15, tous bourrés de caisses, et j'ai aperçu des soldats, au moins 200, peut-être davantage, se dirigeant vers le vieux moulin, chargés comme des bêtes de somme. Elle glisse un renseignement clé, relève de la garde à 18 heures, pile la veille, ponctuelle comme à leur habitude,
C'est Bosch. La troisième exploitation appartient à Jean Mercier, veuf de 65 ans. Il livre à Pierre l'info la plus capitale. J'ai dénombré les Allemands passés devant chez moi hier. 180 le matin, puis 150 l'après-midi, tous cap sur le sud. Et 8 canons, les méchants 88 mm. Je les connais, j'étais artilleur durant la Grande Guerre. Ils tracent un schéma rapide dans la poussière pour indiquer l'emplacement des pièces. À 11h, Pierre regagne le village. Il débriefe Marie qui transmet tout à Argan. Grâce à cette ruse ingénieuse, un gamin de 14 ans portant du linge, il décroche des renseignements vitaux. Site précis de 8 canons de 88 mm, 2 bunkers masqués derrière les haies, un effectif ennemi évalué à 1600 à 1900 hommes et les horaires exacts des relèves de garde. Argan note frénétiquement dans son calepin, les mains un peu tremblante. C'est plus que ce qu'ont fourni 7 jours de repérages officiels. Pourtant, Thompson reste sceptique. Il exige une confirmation. Comment être sûr que ces paysans disent vrai? Et s'ils étaient aux ordres des Allemands? Dawson propose une solution. Il détache une patrouille légère, 3 types seulement, vers un site repéré par Marie. Pas d'affrontement, juste une observation aux jumelles depuis un poste discret. Ils partent à 16h et rentrent bredouille d'illusions. Le sergent Roberts, 30 ans, gaillard taciturne qui ne pipe mot pour rien, lâche, côte neuf, un silence de mort s'abat. Thompson fixe la carte, puis l'itinéraire des 200 hommes. La grande route de Graigne, la plus courte, la plus évidente, celle qui file droit au travers des positions de Marie. Si ces gars l'empruntent demain comme prévu, ce sera un bain de sang. Une sueur glacée lui coule dans le dos, malgré la moiteur de juin. Capitaine Argan interroge-t-il enfin. Demandez à cette femme s'il existe un autre itinéraire. Marie scrute la carte aux côtés de Argan. Ses doigts scalleux dessinent un tracé invisible. Par là, dit-elle, l'ancien chemin des fermes, pas sur votre carte, trop étroit pour plus qu'une charrette. Mais il boucle toute la zone allemande, à travers les bois de chêne, 3 prés privés, puis reprise de la grande route 5 km plus bas. Argan objecte, et pour 2000 soldats, Marie pèse le pour et le contre. Pas en véhicule, à pied seulement, en file indienne, maximum 3 de front. Ce sera laborieux, mais vous doublerez les Allemands sans un regard. Le 12 juin 1944, à 5h du matin, l'OP décolle. Marie attend au départ du sentier, foulard bleu noué sur la tête. Elle escorte en personne les premiers groupes. Le major Dawson la suit de près. Derrière, 2000 Américains délaissent la voie principale. Ils s'engagent dans la sente ombragée. Les gus avancent par 3. Leurs godillots broient les brindilles sèches, s'affleurent le foin et la glèbe mouillée. Marie ouvre la marche, s'immobilisant parfois pour signaler les zones marécageuses à négocier. À 14h30, les 2000 hommes ont franchi sans heurts la nasse allemande. Pendant ce temps, sur la route menant à Graigne, les soldats allemands patientent. Le Hauptmann Dietrich consulte sa montre. Il est 14h. D'après les rapports de reconnaissance, les Américains devraient déjà être en vue. À 15h, rien. À 16h, un silence pesant. Puis, à 17h30, le grondement des chenilles de chars et des moteurs retentit. Mais le bruit provient de l'ouest, non du nord. À 3 km de là, sur une autre voie. Dietrich comprend brusquement que les Américains ont filé par un autre chemin. Ces 8 canons, idéalement placés, ces 1800 hommes, son piège impeccable, tout s'avère vain. Quelqu'un les a prévenus. Ce soir-là, le capitaine Argan dresse le bilan des pertes de la journée. 0 tués, 0 blessés. 2000 hommes ont esquivé une souricière fatale. Sans l'aide de Marie, 4 à 6 soldats auraient été touchés ou tués dès les premières salves. Une lavandière de 52 ans, forte de son savoir du terrain et de son réseau familial local, a réussi là où les spécialistes militaires ont échoué. La rumeur se propage dans l'armée américaine comme une traînée de poudre. En 48 heures, tous les officiers du secteur normand sont au courant de cette blanchisseuse qui a sauvé 2000 vies. Les statistiques sont éloquentes et irréfutables. Avant l'intervention de Marie Leclerc, le taux de perte moyen dans le bocage normand atteignait 22%, soit un soldat sur 5 tué ou blessé dans ce paysage touffu et périlleux. Mais là où Marie et ses civils locaux secondent les Américains, ce taux chute à 8% en une semaine seulement. La différence équivaut à des centaines de vies épargnées. Le colonel Thompson, qui rechignait à accepter son concours, en devient le promoteur le plus fervent. En juin 1944, il rédige un rapport officiel pour le haut commandement. Le commandement valide la proposition. Du juin à juillet 1944, 14 autres réseaux de blanchisseuses voient le jour dans divers villages normands. Ils reproduisent fidèlement la tactique de Marie. Des femmes portant du linge, des cultivateurs dans leurs champs, des gamins courant des commissions. Tous se muent en vigie pour l'armée américaine. Les retombées ex auto les pronostics. En 3 semaines, 127 civils normands participent à la récolte d'informations. Ces gens du commun déjouent 18 embuscades allemandes, repèrent 23 caches de ravitaillement ennemis, 7 dépôts de munitions et 31 puits d'eau potable intacts. Selon les experts militaires, ces cellules civiles ont préservé entre 5000 et 7000 vies américaines en un mois, surpassant les résultats des patrouilles officielles sur 3 mois. Les Britanniques suivent ces victoires avec fascination. Le brigadier Thompson, sans lien avec le colonel américain,
se rend au QG Yankee le 25 juin. Il tient à voir cette figure exceptionnelle. Marie l'accueille dans sa modeste demeure de pierre, celle où elle a passé toute son existence. Le brigadier, coutumier d'écus luxueux, prend place sur une chaise rustique en bois. Marie lui offre du cidre maison dans des bols ébréchés. D'une voix claire, elle expose sa recette. Code 15. De retour à son poste, le brigadier impulse la création de 31 réseaux du même genre dans les territoires britanniques 2 semaines plus tard. Pourtant, chaque triomphe américain accroît les périls pour les civils. La Gestapo soupçonne une aide locale aux Américains. Sans identifier précisément les coupables, elle sait que les fuites proviennent des bourgs. Le 18 juin, à l'aube, alors que le ciel rosit et que les coqs chantent, des camions sombres déferlent à Montmartin, à 8 km de Graignes. Portières qui claquent, bottes martelant les pavés. La Gestapo embarque 12 habitants, 3 hommes, 4 femmes, 5 enfants. On les accuse d'espionnage. Les hurlements fusent dans les ruelles. Madame Petit, 62 ans, est sortie de chez elle en chemise de nuit pour avoir simplement discuté avec un GI. Aucun de ces 12 n'appartient au cercle de Marie. Elle a veillé à ne recruter que des fidèles discrets, éprouvés par des décennies de confiance. Ces rafles claquent comme un avertissement. Les Allemands guettent. Ils sont sur les nerfs. Ils sont impitoyables. Marie mesure que chacun de ses relais court désormais le risque de la torture et de l'exécution. Elle convoque ses complices dans l'église dès le soir venu. Les flammes des bougies projettent des ombres mouvantes sur les murs de pierre. « Si l'un de vous souhaite renoncer, je le comprendrai », murmure-t-elle avec douceur. La situation est devenue bien trop risquée. Personne ne bouge. Madame Rousseau, qui avait dénombré les camions, déclare sobrement « Mes 2 garçons ont péri en 1940. Si je peux préserver les fils d'autres mères, je poursuis au La résistance ne vient pas uniquement des Allemands. Certains officiers américains conservateurs persistent à désapprouver cette tactique. Le colonel Bradley, âgé de 52 ans et à la tête d'un régiment adjacent, rejette fermement l'emploi de civils. « C'est du bricolage », lance-t-il lors d'une réunion d'officiers le 22 juin. « Nous formons une armée professionnelle, pas une troupe de paysans troquant des ragots. Cette façon de procéder ignore la discipline, l'organisation et le commandement. Il opte pour les patrouilles de reconnaissance classiques. Ces éclaireurs arpentent le terrain adverse en suivant les protocoles du manuel militaire. En quelques semaines, son unité déplore 137 tués dans des guet-apens que les habitants locaux auraient pu signaler. Le taux de perte dans sa zone culmine à 23%, contre 6% seulement dans celle de Thompson. Les statistiques rendent la comparaison impitoyable et évidente. Les patrouilles de reconnaissance militaire affichent un taux de perte de 30 et 1%. Près d'un éclaireur sur 3 y trouve la mort ou subit de graves blessures. Et les renseignements qu'il ramène restent limités, car il ne s'aventure pas loin dans les lignes ennemies. La reconnaissance aérienne s'avère totalement inefficace au cœur du bocage touffu. Les appareils mitraillent des centaines de clichés, mais les feuillages denses masquent tout. Les experts ne discernent que du feuillage et des ombres, rien d'exploitable. Les interrogatoires de prisonniers allemands fournissent des données vieilles de 24 à 48 heures. Dans un conflit fulgurant, ces informations périmées valent presque rien. De son côté, le réseau de Marie délivre des nouvelles fraîches en temps réel. Souvent dans les 4 heures, suivant un déplacement adverse, le capitaine note dans son rapport du 20 juin, cote 21. Ces propos, tenus par un officier diplômé de West Point, sont étayés par les faits. Un journaliste militaire américain, le sergent John Matthews, interroge Marie en juillet pour le journal de l'armée. Il l'interroge sur la façon dont elle avait pressenti le danger ce jour de juin. Marie répond dans son français modeste « Les retombées du réseau dépassent le renseignement tactique. Les civils se révèlent indispensables à la logistique. Monsieur Mercier, ancien canonnier de la Grande Guerre, indique aux Américains l'emplacement d'un dépôt ennemi. Il les conduit à une ferme déserte où les Allemands ont entreposé 3 tonnes de farine, 2 tonnes de sucre et 100 caisses de viande en boîte. Ces provisions sustenteront un bataillon pendant 1 semaine entière. Colette Dubois, une adolescente de 16 ans, repère tous les puits du coin. Elle révèle aux Américains 31 sources d'eau que les Allemands n'ont pas sabotées. Dans la fournaise estivale normande, cette eau pure vaut de l'or, à l'égal des obus. Les Allemands tentent une riposte avec leur propre réseau d'espions. Ils promettent 100 francs par dénonciation de mouvements américains. Peine perdue. Les Normands ont enduré 4 ans d'occupation, leurs fils déportés au travail forcé, leurs exploitations dévastées. À l'approche de la libération, nul ne passe à l'ennemi. Sur les 127 civils œuvrant avec Marie et les autres groupes, seuls 2 songent à la trahison. Leurs voisins les démasquent vite et les neutralisent. Fin juillet 1944, le dispositif tourne comme une horloge. 89 réseaux civils fonctionnent en Normandie, mobilisant 412 Français à divers échelons. Ils soutiennent 47 opérations menées par les Américains et les Britanniques. Le bilan des vies épargnées s'élève désormais à 12 000 ou 15 000, soit l'effectif de 7 régiments complets. Tout parti d'une lavandière de 52 ans qui posa une question anodine. Début juillet, Marie escorte sa dernière patrouille américaine.
20 soldats en quête d'un itinéraire sécurisé vers Coutances. Elle les guide par un chemin ignoré des cartes allemandes elles-mêmes. Le chemin serpente derrière une ancienne carrière désaffectée, franchit un ruisseau peu profond, puis grimpe à travers un bois de hêtres. Les soldats avancent sans un bruit. Le sol moussu amortit leurs pas et l'air embaume la terre humide et les feuilles fraîches. Marie, avec ses cheveux gris noués en chignon et sa robe quotidienne, ouvre la marche comme pour une balade anodine dans son jardin. Les 20 hommes atteignent leur but sans croiser un seul Allemand. Le lieutenant à leur tête lui serre la main. Il ne parle pas français, elle ignore l'anglais, mais leurs regards suffisent à tout exprimer. En août 1944, la Normandie est presque entièrement libérée. Les Américains et les Britanniques progressent vers Paris. Pourtant, dans les états-majors, un événement majeur se produit. Le système imaginé par Marie Leclerc à partir de sa simple question est élevé au rang de doctrine officielle. Le général Bradley appose lui-même sa signature sur un ordre daté du 15 août, Cote 23. Ce qui passait pour une lubie de blanchisseuse 2 mois plus tôt devient la politique officielle de l'armée américaine en Europe. En septembre, l'OSS, l'Organisation américaine de renseignement, précurseur de la CIA, dépêche des officiers spéciaux en Normandie. Leur mission, consigner précisément comment Marie a monté son réseau. Le major William Donovan, chef de l'OSS, se déplace en personne pour l'interroger dans sa modeste maison de Graigne. Il s'installe à sa table de cuisine, celle où elle replie son linge depuis 30 ans, et prend des notes précises durant 3 heures. Comment sélectionnait-elle ses collaborateurs? Comment préservait-elle le secret? Comment validait-elle les infos? Ces pratiques élémentaires inspirent un manuel de formation. En novembre 1944, ce document est remis à tous les officiers de renseignement américains. Son titre, Cote 24. Les années défilent et la méthode de Marie s'exporte à travers le globe. En 1950, l'armée américaine sort un nouveau manuel de contre-insurrection. Un chapitre entier, 23 pages, est consacré à l'implication des populations locales pour le renseignement. À West Point, les instructeurs relatent désormais l'histoire de Marie Leclerc comme un cas d'innovation brillante. Les jeunes officiers découvrent qu'écarter les savoirs locaux condamne à des pertes inutiles. Mais lorsque la guerre du Vietnam éclate dans les années 1960, l'armée américaine tente de dupliquer le modèle normand et essuie un fiasco total. Les officiers cherchent à forger des réseaux civils dans les villages vietnamiens, à l'image de ce que Marie a réalisé en France. Peine perdue. Les écarts culturels sont insurmontables. Les Vietnamiens ne font pas confiance aux Américains, contrairement aux Français d'alors. Les soldats américains maîtrisent ni la langue, ni les mœurs, ni la distinction entre alliés et adversaires. Ce qui triomphait en Normandie s'effondre dans les rizières vietnamiennes. Une leçon rude mais cruciale. La recette de Marie ne s'exporte pas brute. Elle exige adaptation, respect et sensibilité culturelle. Les décennies suivantes confirment la pérennité de son idée maîtresse, même si les mises en œuvre évoluent. Dans les années 1970 et 1980, les forces spéciales américaines conçoivent des programmes inédits nourris des enseignements normands. Ils inculquent l'apprentissage des langues locales, l'étude des cultures, et des mois entiers dédiés à tisser des liens avant toute requête d'aide. Baptisé Quote 25, ce cursus consacre 40% de son contenu à l'art d'écouter et d'apprendre des autochtones. Les formateurs évoquent invariablement Marie, la lavandière plus savante que les spécialistes. Aujourd'hui, en 2024, 80 ans après cette fameuse journée de juin où Marie posa sa question, ces principes sont toujours au cœur des formations. Les doctrines actuelles de contre-terrorisme et de contre-insurrection réservent 40% de leur importance au renseignement humain local. Les militaires ont fini par assimiler ce que Marie pressentait d'instinct. Les habitants d'un lieu perçoivent des réalités invisibles aux étrangers, fussent-ils bardés de technologie. Et Marie, elle, en novembre 1944, 6 mois après avoir sauvé 2000 soldats, elle est décorée de la médaille de la liberté. Équivalent civil de la plus haute distinction américaine. La remise a lieu à la mairie de Graigne. Un général américain prononce un discours en anglais, traduit mot à mot en français. Il vante son courage, son dévouement, ses services exceptionnels. Marie est debout, vêtue de sa plus belle robe noire, celle qu'elle réserve pour les messes dominicales. Ses mains calleuses serrent la médaille. À la fin du discours du général, les reporters l'interrogent sur ses impressions. Elle répond sobrement: Cote 26. Elle rejette toute idée de fête. Pour elle, il ne s'agissait nullement d'un acte héroïque, mais d'un réflexe de bon sens pur. Sitôt la guerre achevée, Marie reprend son quotidien modeste. Elle persiste à repriser le linge pour les habitants du village. Elle emprunte les mêmes sentiers,
fréquentent les mêmes exploitations agricoles. Les saisons s'égrènent. Les GI rentrent aux États-Unis. La Normandie pansait ses plaies. Les cratères d'obus sont comblés. Les bâtisses en ruine renaissent. L'existence retrouve son cours serein. Marie prend de l'âge en paix dans sa modeste demeure de pierre. Elle évoque rarement le conflit. Aux curieux qui l'interrogent, elle élude en bifurquant sur la pluie, les moissons, les baptêmes ou les unions locales. Marie Leclerc s'éteint en 1967 à 75 ans. Ses obsèques ont lieu dans la même église où, 23 ans auparavant, elle avait orienté les parachutistes américains. Une cinquantaine de villageois lui font leurs adieux, sans officiel, sans officier supérieur, sans plume de presse, uniquement ceux qui l'avaient côtoyée depuis toujours. Elle repose au cimetière attenant, sous une stèle austère ne portant que son nom et ses dates. Pendant des décennies, son souvenir s'efface hors de Graigne. Aucune effigie, aucune artère baptisée d'elle, aucune inscription mémorielle. Le sauvetage des 2000 Paras n'est qu'une anecdote reléguée en fin de chapitre historique quand elle n'est pas omise. Mais en 2004, à l'occasion du 60e anniversaire du débarquement, tout bascule. Un chercheur américain, le professeur David Richardson, fouille les dossiers militaires. Il exhume les comptes rendus du capitaine Harrigan. Il découvre le récit de Marie et s'aperçoit que son nom est inconnu. Il rédige une étude, puis un ouvrage. La presse hexagonale s'empare du sujet. Titre dans les quotidiens, reportage télévisé. 60 ans plus tard, Marie Leclerc accède à la postérité. Le 6 juin 2004, un mémorial est dévoilé à Graigne. Un bloc de granit surmonté d'une plaque cuivrée. L'épitaphe honore Marie Leclerc et les civils intrépides qui, par leur savoir discret et leur bravoure ordinaire, ont arraché des milliers de soldats à la mort. Leur conduite nous rappelle que le vrai courage ne s'habille pas toujours en treillis. 3 anciens combattants d'outre-Atlantique, octogénaires, traversent l'océan pour y assister. Ils ne l'avaient pas rencontré, mais faisaient partie des 2000 rescapés de l'encerclement. Ce juin 1944. Devant le monument, les yeux humides, ils rendent hommage. Le parcours de Marie porte des vérités intemporelles. Il illustre que les idées novatrices surgissent souvent là où on ne les attend pas. Les remèdes les plus efficaces n'émanent pas forcément des sommités diplômées. Ils peuvent jaillir d'une quinquagénaire de 52 ans, aussi familière de son sol que de son âme. Marie ignorait tout de la stratégie, des gadgets high-tech, des postes d'autorité, mais détenait un atout priceless. 52 années d'expérience ancrée, de liens tissés, de maîtrise intime de son terroir. Son destin souligne aussi la valeur de l'humilité. En 1944, l'US Army, première puissance belliqueuse mondiale, a dû se plier à l'écoute. Elle a renoncé à sa suffisance, à ses protocoles inflexibles, à l'idée que seules les élites certifiées détiennent la vérité. Cette modestie a préservé des milliers d'existences. Combien de perles de sagesse balayons-nous dans nos vies, du seul fait que leur source nous semble indigne. Aujourd'hui, notre époque affronte des cataclysmes planétaires. Le réchauffement bouscule la Terre, les épidémies franchissent les frontières, les guerres ravagent peuples et contrées. Face à ces fléaux, on sollicite les pontes institutionnelles, les colosses bureaucratiques, les avancées technologiques, et ces recours comptent. Pourtant, l'exemple de Marie nous intime de valoriser la clairvoyance du cru, celle des cultivateurs qui assistent, jour après jour, à la métamorphose de leurs parcelles, des soignantes qui scrutent les maux au cœur de leur quartier, des parents qui mesurent au quotidien les ravages de la misère sur leur progéniture. Ces gens ordinaires, comme les villageois modestes ou les mères attentives, perçoivent à l'avance des réalités que les spécialistes ne sauraient glaner dans leurs ouvrages. En juin 1944, une lavandière française a montré qu'une interrogation lancée par la bonne personne, pile au bon instant, est capable de modifier le fil des événements majeurs. Son interrogation n'avait rien de sophistiqué, ni de vocabulaire pointu. Elle se résumait à « Pourquoi vos soldats se dirigent-ils droit vers l'endroit où les Allemands rassemblent tous leurs canons ?» Issue d'une simple vigilance quotidienne et d'une intime maîtrise des lieux, cette remarque a protégé 2000 vies en une seule journée, et des milliers d'autres dans les semaines qui ont suivi. Aujourd'hui, dans notre quotidien, combien d'alertes flagrantes laissons-nous filer ? Combien de gens près de nous recèlent des savoirs précieux qu'on balaie d'un revers parce qu'ils ne collent pas à notre image de l'expert idéal. Le vrai enjeu n'est pas de mener nos luttes avec plus de gadgets ou de moyens. C'est de savoir si on tend l'oreille à ceux qui connaissent vraiment le terrain.